Yeah, like I remember making my first sale off of beats. It was $250. I thought I was the richest person in the world. Yeah. I never in my life made money off of anything. Like I dropped out of school. I never had a real job. You know what I mean? So like me selling my first beat was like the craziest thing in my head. And now I'm sitting here doing deals every day, like 500,000, 400,000, 450,000. Hey, off the juice, coding got me tripping. Got the coupe, Walker roof is... Gunna, Don Toliver et Nav sur un même morceau, il était clair que Lemonade ne pouvait être qu'un succès auprès du public rap de la génération Z. Le clip est signé par Cole Bennett et totalise à ce jour 91 millions de vues sur YouTube. Ouh, qu'elle est mignonne! En plus d'une place très haute dans les charts. En plus des têtes d'affiche de ce single, ce qui a fait le succès de Lemonade, c'est l'instrumental. Et en particulier, la boucle de guitare qu'il y a sur l'instru. Cette petite touche-là, on la doit à Nick Mira, Taz Taylor, Alec Guedal et True Ferroa Vice. Autrement dit, on le doit à Internet Money. Alors, qu'est-ce que c'est Internet Money? C'est un collectif de jeunes beatmakers qui a su s'imposer dans le paysage musical rap actuel en commençant par bâtir un business florissant grâce à la vente d'instrus sur Internet. Et puis en produisant pour les artistes les plus en vue de la scène rap actuelle. Le fondateur de ce collectif s'appelle Taz Taylor. C'est sur lui que nous allons nous concentrer ici, mais nous allons aussi parler des cofondateurs, notamment de Nick Mira ou encore de DT. Cette vidéo a typiquement vocation à aider les jeunes entrepreneurs dans la musique à comprendre comment un label de la génération Z a réussi à exploser, et c'est aussi typiquement le type de LSD que vous retrouverez sur le site de iconic.com. Donc pour rappel, il y aura des LSD premium, donc ce sera des LSD qui seront axé business, donc il y aura beaucoup de LSD comme celui-ci ou encore des LSD axés sur des domaines un peu plus spéciaux, donc ça aura vocation à vous aider à comprendre l'industrie de la musique, mais il y aura aussi la même chose pour la mode. Donc il y aura aussi des LSD mode très axés business, inspiration, et à côté de ça, vous aurez des vidéos conseils, des tutoriels, des articles, des études de cas sur l'industrie pour vous donner un maximum d'informations pour vous aider à développer votre carrière dans la musique, dans la mode ou alors tout simplement à kiffer parce que vous êtes des passionnés. Ce site-là, il arrive dans très peu de temps. Je vous tiens au courant pour tout ça. Sinon, on reprend cette vidéo. La présentation, on la fait plus quand même. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez le 89e épisode du Lifestyle Decoder. Allez, générique. Tout commence à Jacksonville, une ville du nord de la Floride, où un certain Danny Snodgrass Jr. voit le jour le 20 octobre 1992. Alors quand tu vois une bouille pareille, tu pourrais te dire ok, lui il vient des quartiers chics ou alors des quartiers, disons de la banlieue classe moyenne américaine, mais en fait, détrompe-toi, pas du tout. Il vient du North Side de Jacksonville. Bon, je sais que tu connais pas, là-bas c'est le vrai hood. Son voisin c'était pas Lil Dicky, mais plutôt Kodak Black. Mais Kodak Black, il a maintenant des voisins riches, non? Bref, je me perds. Il vient du hood, c'est tout ce que tu dois savoir. D'après ce qu'il explique, Duval County, le comté dans lequel il a grandi, a été pendant plusieurs années la capitale du meurtre en Floride. Pour ce qui est de sa mère, elle est employée chez Starbucks. Son père l'a abandonné lorsqu'il était encore enfant et il a été élevé par son beau-père qui lui faisait partie d'un groupe de rock. C'est comme ça que Danny est tombé dans la musique. Il touche à sa première guitare à l'âge de 3 ans. Dans son enfance, il fera même partie d'un groupe de rock, chose qui fera super plaisir à ses parents, parce que à la maison, l'ambiance musicale, c'est plutôt ça. D'après ses dires, ses parents voulaient qu'il devienne le nouveau Dimebag Darrell, un membre du groupe Pantera. Lorsqu'il cherche à décrire à quoi ressemble sa famille, il prend l'exemple de Joe Exotic. Il dit qu'il a quelques oncles qui ont cette dégaine. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le célèbre éleveur de tigres américain qui a fait le buzz l'année dernière. Le buzz. Je mélange un peu les deux. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de t'en dire plus pour te décrire à quoi il ressemble. Les images parlent d'elles-mêmes. Lorsqu'il rentre dans l'adolescence, l'enfant de Jacksonville délaisse de plus en plus les instruments de musique pour se mettre à plutôt écouter du rap. Et ça, c'est sous l'influence du quartier dans lequel il a grandi. I remember like my cousins and shit listening to fucking Master P. That was like the first rappers. 504 Boys, all that shit from the South. When I was a little bit older, trap music started coming around, Gucci Mane, T.I., all that shit.
Non seulement il abandonne les instruments, mais en plus de ça, il abandonne aussi l'école. Alors oui, c'est vrai, j'ai souvent l'habitude de dire « Ah, il y a tel rappeur et tel rappeur qui ont abandonné l'école super tôt », mais lui, c'est vraiment exceptionnel. À ton avis, à quel âge il a abandonné l'école? Toi, tu dis quel âge? En seconde, mec. En seconde? Non. Toi? En troisième. En troisième? Non. Bon, je vais te le dire. En cinquième, gars. Le gars, il a arrêté en cinquième, wesh. Le mec, il a même pas eu le temps d'apprendre ce que c'était le théorème de Pythagore. Le mec, il connaît que dalle. C'est un ouf, hein? Et la raison, c'est simplement parce qu'il ne suivait pas en cours, en fait. Il explique qu'en sixième, il était en cours par correspondance. Il a rien suivi et donc en cinquième, il a arrêté. Après, il faut dire que c'était pas un gamin ordinaire, hein. À l'âge de 12 ans, il explique qu'il était déjà tatoué. Donc, rien que tous ces éléments-là, ça te donne un indice dans quel environnement il a grandi au Northside de Jacksonville. Donc, comme tu t'en doutes, il est sous-qualifié pour absolument tout. Donc, impossible de trouver un job. I couldn't get a job even if I wanted to. So this is just what stuck. You know what I mean? Like I'm underqualified to flip burgers at the local McDonald's, Nando's. Donc comme tu t'en doutes, à cet âge-là, lorsque tu ne vas pas à l'école, tu as énormément de temps libre. Alors quand tu as beaucoup de temps libre, tu peux faire plein de bêtises, chose qu'il a faite, mais aussi il s'est lancé dans de nouvelles activités. Il a essayé d'apprendre à faire des choses sur internet pour gagner de l'argent comme ça. Il s'est d'abord lancé dans le graphisme en freelance, en se formant seul grâce aux tutos sur YouTube. Un vrai autodidacte. Lorsqu'il a montré au départ ce qu'il faisait à sa sœur et à sa mère, ils lui ont dit qu'il ne fera jamais de sous avec ça. Et effectivement, il n'a pas gagné grand chose. Un peu ennuyé par cette activité, il décide de se remettre à son premier amour, la musique. Il combine son kiff pour la composition et celle pour le rap pour se lancer dans le beatmaking. Sur FL Studio, avec en guise de prof, je te le donne en 1000, YouTube. Sur YouTube, comme tu le sais, tu peux apprendre toutes sortes de choses. Alors, ce qui m'a fait kiffer, moi, personnellement, c'est d'apprendre que le premier beat qui l'a inspiré à se lancer dans la création d'instrumentales, c'est Through the Wire, le tout premier single de Kanye West. Il disait à ce sujet « Je me rappelle avoir vu le clip avec le sample de Chaka Khan et m'être dit « C'est juste une personne qui a fait ce beat. Excellent. » Et moi aussi, je m'étais dit à l'âge de 13 ans que j'allais me lancer dans le beatmaking en ayant entendu cet instru pour être honnête, mais ça n'a pas donné des trucs très cool. En même temps, il fallait dire que j'étais paresseux. Bref, donc son but maintenant, c'est de devenir beatmaker et d'essayer de vendre un maximum d'instrus sur Internet. Pour avoir un ordre d'idée, on est en 2009-2010. Donc on est dans une période où sur Internet, le beatmaking, la vente d'instrumentales était encore embryonnaire. Donc les personnes qui étaient là à ce moment-là, avaient de grandes chances de profiter de tout ça avant que ça explose. Mais à l'âge de 17 ans, un triste événement va faire basculer la vie du jeune garçon de Jacksonville. Sa mère est diagnostiquée d'un cancer. Elle ne peut plus aller travailler et Taz est donc mis à l'épreuve. Il se voit en charge des factures de la maison et du bien-être de sa maman. C'est un petit peu devenu l'homme de la maison sans qu'il le veuille vraiment. Son beau-père ne vivait pas avec eux, d'après ce que j'ai compris, et donc c'était vraiment lui le seul à pouvoir vraiment faire en sorte que chez lui, tout le monde se sente bien, en particulier sa maman. Comme on dit, Taz Taylor était au pied du mur. Et dans ce type de situation, soit tu craques face à la pression, soit tu développes des aptitudes en un temps record pour faire en sorte de t'en sortir. Parce que d'une certaine manière, l'instinct de survie te pousse à dépasser tes limites. Lorsque tu n'as pas d'autre choix que de réussir ou de mourir SO50, socialement ou réellement d'ailleurs, c'est là que tes compétences se décuplent. Pourquoi à ton avis les rappeurs comme Lil Uzi Vert ou encore Peep se sont tatoués le visage ? C'est pour ne plus avoir le choix que de réussir dans la musique, car aucun autre milieu ne voudra d'eux avec une tête pareille. Dans cette situation, Taz aurait pu dire « Ok, le beatmaking, je mets ça de côté et je vais chercher un job normal. Le beatmaking, c'est pas sérieux. » Mais dans son cas, justement, sa personnalité, ses désirs profonds de réussir dans le beatmaking se sont vraiment, entre guillemets, réveillés parce que il s'est dit « Ok, j'aime vraiment le beatmaking, donc je dois tout mettre en œuvre pour que ça réussisse, pour que je puisse gagner de l'argent avec ça. » Donc typiquement, lorsque tu es au pied du mur, ta personnalité ressort vraiment. Et lui, dans son cas, la musique, la composition, créer un business autour de ça, c'est vraiment ce qu'il désirait. Et donc, il y a mis toute son énergie. D'après ses dires, ses premières instrus étaient éclatées. Mais bon, les gens dans son entourage qui connaissaient la situation avec sa maman achetaient quand même les instrus histoire de lui donner de la force. Et ça a marché parce que ça l'a vachement encouragé à continuer. Un jour, alors qu'il traîne sur un forum de graphistes, il tombe sur un rappeur qui accepte de lui acheter un instru pour 250 €. Ça a été une énorme victoire pour lui. Après ça, Taz a mis vraiment toute son énergie pour développer un maximum son business. Alors, les fameux type beats. Je pense que la plupart des gens dans mon audience savent ce que c'est. Mais je vais quand même l'expliquer pour les 2-3 touristes qui sont sûrement tombés sur cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est.
Eh oh, Jamy! C'est quoi un type beat? C'est lorsqu'un beatmaker va créer un instru en s'inspirant de tous les éléments sonores d'un artiste connu afin de le mettre à disposition des rappeurs clients via les réseaux sociaux, en l'occurrence ici YouTube. Les type beats a été un excellent moyen de se marketer pour les beatmakers sur les réseaux sociaux car le fait de mettre sur le titre que l'instru est directement inspiré d'un rappeur connu du moment augmente forcément le pourcentage de clics. Il y a une règle dont je parlais souvent à l'époque où je faisais un petit peu de consulting qui disait que talent plus timing plus sujet égale visibilité. Si tu es en mesure de montrer ton talent en parlant d'un sujet qui intéresse tout le monde et que ça sort dans le timing où le sujet en question est populaire, tu augmentes les chances de cartonner. Et c'est le cas avec les type beats. Par exemple, si tu faisais des type beats PNL entre 2016 et 2018, c'est clair que tu cartonnes. Après, je dis pas, ça peut cartonner encore aujourd'hui, mais disons que PNL, justement, il y a un problème de timing étant donné qu'ils ont rien sorti depuis un petit moment. Mais par exemple, pour l'année 2020, mais aussi pour l'année 2021, si tu fais des type beats inspirés de Pop Smoke, eh ben, il y a de grandes chances que tu aies de la visibilité. Tu n'as qu'à voir tous les artistes qui font de la drill actuellement. Donc imagine tous les rappeurs sur internet qui tapent Pop Smoke type beat ou alors type beat drill et qui peuvent éventuellement tomber sur tes instrus. D'ailleurs, il y a une excellente vidéo de Aloha News que j'ai mis en description qui parle justement des type beats, donc n'hésitez pas à aller voir pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Eh bien, c'est avec les type beats que Taz Taylor a commencé à faire un maximum de sous en se servant des réseaux sociaux, YouTube notamment, comme je l'ai expliqué, mais aussi SoundClick, le site qui te permet donc de vendre ta musique en ligne. Il a développé son business entre 2010 et 2016 à peu près, donc le moment où tout était en train d'exploser sur Internet et qu'il y avait un maximum d'opportunités. Et je pense qu'il a bénéficié de ce qu'on appelle du first mover advantage. Il arrivait avant que le truc soit vraiment gros et il a profité justement de ça pour développer son audience. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça ne fonctionne plus. Ça veut juste dire qu'il y a beaucoup plus de gens et que pour se démarquer, c'est plus dur. Mais c'est vrai qu'il a spoté la bonne opportunité au bon moment. Grâce au type beat et à la vente de kits d'instru, Taz Taylor a réussi à construire un véritable empire financier en l'espace de 5 ans. Il a réussi à générer jusqu'à 500 000 $ l'année grâce au type beat et aux ventes de kits, ce qui est assez spectaculaire. Grâce à cet argent qu'il a généré, il a pu prendre soin de sa maman qui aujourd'hui va beaucoup mieux. Et bien sûr, il s'est fait plaisir et il s'est vraiment lancé dans une carrière qui lui plaît. Des scénarios comme on les aime, des scénarios à l'américaine. Voilà, je tiens pas quelque chose là? Tiens, je crois que j'ai un petit slogan maintenant comme ça. Bon bref, on verra. On est en 2015 et Taz Taylor est littéralement l'un des gourous du type beat sur Internet. Il y a une vraie communauté de beatmakers qui se constitue sur Internet et parmi eux, il y a un ado de Virginie très talentueux qui a d'ailleurs pas mal d'abonnés sur YouTube, un peu plus que Taz Taylor, mais il est bien loin de faire autant d'argent que lui et donc il va faire connaissance avec lui. Son nom est Nick Mira et ce gars traînait avec pas mal de gens sur Internet et ce gars-là est lui-même pote avec un certain Sidepiece qui est connu aujourd'hui sous le nom de DT. Donc ces trois-là vont développer une amitié virtuelle assez classique à base de mèmes sur Twitter, FaceTime à 3 et des parties de Black Ops sur PS4 jusqu'à pas d'heure. Fort de cette amitié, Taz Taylor décide de leur parler d'un projet qui le trotte dans la tête depuis un moment, qu'il aimerait lancer avec eux et d'autres beatmakers de la communauté. Then after months of that, like just building that chemistry as just as friends, he brought us the idea of like, I got this thing called Internet Money, you know, I just want to push it about, you know, entrepreneurs on the internet just making money off whatever it is, whether it's selling music, selling beats, graphic design, doing website orders, no matter what. It was just about the core belief of internet money is becoming your own boss pretty much. Et c'est donc à ce moment-là qu'Internet Money est né. Quelques temps plus tard, il loue une maison à Los Angeles et il propose à tous les membres du collectif de venir s'installer à ses frais. Sa stratégie, c'est de rassembler tous les beatmakers les plus talentueux qu'il a connus sur Internet pour les mettre à un seul endroit pour se concentrer sur une seule chose, la musique. Parce qu'il est assez malin. S'il prend en charge les loyers, la nourriture, le confort, les mecs n'ont plus besoin d'aller travailler ou alors de réfléchir à des problèmes qu'ils peuvent avoir. Bien sûr, ils ont des problèmes, mais disons que les problèmes de survie sont clairement réglés. Et c'est comme ça qu'il a pu faire en sorte d'avoir une équipe de beatmakers, je crois une vingtaine de personnes, qui étaient là uniquement pour travailler, créer de la musique, pour vendre tout ça sur Internet. Et en plus de ça, comme tu l'as entendu dans l'extrait, il y avait aussi des graphistes, des développeurs, etc. Donc toutes sortes de gens dans ce collectif-là qui vendent des services. Et lui, dans tout ça, il touche un pourcentage. En plus de produire des instrus, Internet Money a une chaîne YouTube dans laquelle ils font des tutos, des vlogs dans la Internet Money House. Bon, c'est pas Project X, hein. Les mecs s'amusent, mais ils sont assez sérieux, tu vois. Ils font des séminaires pour beatmakers, ils vendent des kits, etc., etc. Mais il y a un aspect de la musique qui est évident, mais qu'il n'a pas développé. Ce sont les
placements avec les rappeurs dans l'industrie de la musique. Pendant longtemps, pour Taz Taylor, c'était fuck the industry. Le mec ne voulait plus rien faire dans l'industrie. Il avait tenté à un moment donné de rentrer là-dedans en produisant une track pour Trey Songz, mais c'était tombé à l'eau. Il s'est dit, ok, c'est pas pour moi, je vais me concentrer sur la vente de type beat sur internet et sur potentiellement d'autres business, tu vois. Mais pour Nick Mira et DT, ce n'était pas la même chose. Les gars rêvaient de faire des placements pour des rappeurs connus comme Young Thug. Pendant que Taz Taylor se concentre sur la vente d'instru et de kits, Nick Mira et DT se concentrent sur le développement artistique. Deux métiers complètement différents, l'un donne des résultats immédiatement et rapporte beaucoup d'argent, même si le marché devient de plus en plus saturé, et l'autre ne rapporte absolument rien au départ, mais peut potentiellement rapporter bien plus que les type beats sur le long terme. Et là, bien sûr, je parle du développement artistique. Donc c'est un travail qui demande de la patience, et Taz en avait un petit peu moins que Nick Mira et DT, simplement parce que lui avait eu un enfant, il a un business à faire tourner, et il a surtout, je crois, à peu près 10 ans d'écart avec Nick Mira. Et parce que lorsqu'il rencontre Nick, il n'a que 15 ans. Donc le gars, lorsqu'il se dit, ok, j'ai envie de faire du développement artistique, etc., il a à peu près 15-16 ans par là, donc il a beaucoup de temps. De l'autre côté, Taz a lui plutôt 25 ans, je crois, si je me trompe pas. Donc, ses priorités, on va dire qu'elles sont ailleurs. Et c'est comme ça d'ailleurs que DT et Nick Mira feront la découverte d'un jeune rappeur de l'Illinois du nom de Juice the Kid, que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Juice WRLD. À cette époque, il n'a à peine que 400 abonnés sur SoundCloud et à peu près 1000 ou 2000 followers sur Instagram. Rien de fou, quoi. I never really had the relationship with Juice. Whenever Nick started working with Juice, I was still on the internet, bro. I was still selling type beats. So like I wasn't thinking like I didn't know the world of developing artists. I didn't care. Et c'est en travaillant avec lui dans cette période-là que Nick Mira a produit Lucid Dream, le morceau qui catapultera la carrière de Juice WRLD. En voyant le carton avec Juice WRLD, c'est là qu'il comprend qu'il est peut-être en train de faire une erreur, et c'est là qu'il revoit donc tout son business model. And then the minute that like I saw it, I sat and watched the whole Juice thing blow up. You know what I mean? It was just like, man, like we're in the wrong thing. Like we should just be developing artists. Après le succès de Juice WRLD, Taz constate plusieurs choses. Les maisons disques ne comprennent absolument rien à ce qui se passe. Alors tout simplement parce qu'il y a un problème de génération. Je vais donner un exemple simple. Les gens de ma génération, c'est-à-dire les trentenaires on va dire, la génération Y, on comprend pas forcément ce qui se passe dans la génération Z, c'est-à-dire les 18-24 d'aujourd'hui à peu près. Moi je connais beaucoup de gens qui ont mon âge, qui comprennent absolument pas Lil Baby, qui comprennent pas comment les petits peuvent aimer autant NBA Youngboy, Gunna, etc. Alors je dis pas que c'est tout le monde de ma génération, hein, loin de là, la preuve, moi je comprends, je le décrypte. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas parce que la musique va de plus en plus vite et c'est surtout quelque chose de générationnel. Et donc quand tu travailles dans ces maisons de disques là et que tu vois de nouveaux artistes arriver et que tu comprends pas leur délire, tu vas pas les signer mais tu vas passer à côté d'opportunités parce qu'au final ils ont déjà un public, c'est juste que tu fais pas partie du public. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Taz Taylor et Internet Money. À chaque fois que Taz présentait un artiste aux maisons de disques, elle passait à côté. C'est le cas de Lil TK et de Juice WRLD. I was told Juice was a Lil Uzi clone. Oh wow, really? Alamo passed on Tekka, right? Correct? Yeah, Alamo passed on Tekka. And I sent them Ransom. I sent them Did It Again. We did all those songs in one night. Every song that we recorded that night is gold or platinum. Et deuxième constat, il y avait énormément d'argent à se faire dans ce business. Comme je te l'expliquais juste avant, le développement artistique ça prend plus de temps, mais lorsque tu réussis à développer un artiste et à le faire péter, eh ben il y a moyen de se faire beaucoup plus d'argent que dans les type beats. Mais pour ça, il fallait juste connaître les règles et c'est ça qui est le plus difficile avec l'industrie de la musique. Donc en bon businessman, Taz Taylor fonde Internet Money Records avec pour avantage d'avoir de l'avance sur les maisons de disques en dénichant les talents de demain et en les développant de A à Z. Ça vaut pour le hip-hop avec Ty Fontaine par exemple, la pop avec Alec ou encore Trevor Daniel qui est en train de monter en ce moment d'ailleurs, ou encore le R&B avec Lil Spirit. C'est un peu leur Justin Bieber. Et même plus récemment, il s'est lancé dans la country. Par manque d'expérience, il fait plusieurs erreurs en signant les mauvais deals avec des labels, mais finalement, il réussit à se remettre sur pied. Aussi, il manque la signature de Juice WRLD, de Lil TK, donc de gros talents, mais il avait aussi Yann Dior, qui était signé dans son label, mais qui l'a quitté il y a peu. Donc il a fait pas mal d'erreurs, c'est totalement normal. Hein. Mais il n'empêche que Internet Money a joué un rôle important dans la carrière de ces trois artistes que j'ai cités. Après plusieurs partenariats foireux avec des maisons de disques, Taz trouve finalement un partenaire qui le comprend. Et c'est donc avec une major qui est réputée pour signer le même genre d'artiste que lui, avec qui il va faire un partenariat. Le nom du label,
10,000 Project, le label qui abrite Trippie Redd, Ian Dior plus récemment, ou encore 6ix9ine. Et les artistes qu'il choisit au même titre que 10,000 Project ont souvent ces points communs. Des artistes de la génération Z, donc relativement jeunes, et qui touchent un public jeune entre 18 et 24 ans. C'est l'équivalent d'ailleurs de Cole Bennett, mais dans la musique. Hein. Tu peux voir d'ailleurs que les deux univers matchent très bien. Également, les artistes ont une ADN alternative rock. C'est le cas de Ian Dior, comme je te l'ai expliqué, mais aussi Kid Leroy, avec qui ils ont beaucoup travaillé. Et les morceaux donnent ça. Cette même ADN alternative rock, tu la retrouves chez les producteurs du label comme Nick Mira ou encore Alec qui ont joué de la guitare depuis leur enfance. C'est également le cas de Taz Taylor. Donc c'est vraiment cette particularité-là que tu vas retrouver. C'est l'Amérique blanche qui a écouté du rock et qui importe justement cette touche-là dans la musique noire hip-hop. Et quand tu mélanges ces deux univers, ça fait de la musique pop. Par exemple, le morceau Mood aujourd'hui, il est numéro 1 depuis un mois. Tu vois, c'est numéro 1 devant tout le monde. C'est pour te dire que la recette fonctionne vraiment. Ils affirment d'ailleurs avoir popularisé la boucle de guitare dans les instrus rap et je serais tenté de dire que c'est vrai. Hein. À ce jour, Internet Money compte une dizaine d'artistes et une cinquantaine de producteurs partout dans le monde, que ce soit en Argentine, en Espagne, à Hong Kong, pas à Paris d'ailleurs. Pour Taz Taylor, sa stratégie est claire. Il ne veut pas être Metro Boomin. Il veut être Lyor Cohen, Mike Will Made It ou encore Jimmy Iovine. En gros, il veut devenir l'un des plus gros exécutifs de son époque. Internet Money est aujourd'hui une marque. Ce n'est pas un producteur que tu viens chercher, mais plutôt un type de hit. Donc production, écriture, et qui va d'ailleurs toucher une audience précise. Pour cela, Taz se charge principalement du business et ne fait plus de beats lui-même. Il gère la relation avec les maisons de disques tout en manageant son équipe avec un style très paternaliste. Et ses producteurs et artistes s'occupent eux de la création du produit musical avec Nick Mira en chef de file. D'après Taz, Nick est le meilleur producteur à l'heure actuelle. Après, je vais te dire, c'est normal qu'il prêche pour sa paroisse. La toute première instru qu'il a placée était Fuck Love de XXXTentacion et Trippie Redd, qui est sorti alors qu'il n'avait que 17 ans. It came out on my 17th birthday. Yeah, I was in high school and I found out at like 10 p.m. I like heard a little snippet early on YouTube. Like it was like Trippie and X walking out of the car, and then I heard the beat and I was like, oh wait a minute. I was flipping out in the house. Et depuis, il n'a pas arrêté d'enchaîner avec Lucid Dreams, comme je l'ai dit plus tôt, mais aussi All Girls Are the Same, Ransom de Lil TK, On the Road de Post Malone avec Meek Mill et Lil Baby, ou encore Bandit avec Juice WRLD et NBA Youngboy. Quand on demande à Taz Taylor qu'est-ce qu'il pense de sa collaboration entre lui et Nick Mira, il dit que lui c'est un petit peu Pat Riley et Nick serait LeBron James. En d'autres termes, il est le coach et Nick Mira c'est le leader de l'équipe. Fort de cette marque que Taz et ses comparses ont réussi à bâtir, et aujourd'hui Internet Money a commencé à sérieusement se diversifier. Alors déjà la musique, ils ont sorti un album cette année du nom de Before the Storm, dont Lemonade est extrait. Et comme tu peux le voir sur la cover, il y a un festival. C'est parce qu'en 2020, ils avaient prévu de faire un festival avec des manèges, etc. Mais bon, pour des raisons évidentes, ça n'a pas eu lieu. Ils veulent aussi faire des documentaires, faire de la weed. Bref, dans tous les cas, j'espère qu'il y aura d'autres Internet Money. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, ok? J'espère que tu as appris un maximum de choses. Et là, on va faire un petit jeu. Alors, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai sortie il y a à peu près un mois sur DJ Esco bloqué à Dubaï, on a fait un petit jeu en fin de vidéo où on est allé sur la dernière photo de DJ Esco et on a commenté en masse. Le message c'était Iconic brought me here. Et ben ça a marché parce que actuellement DJ Esco suit la page Iconic. Donc on a un petit peu parlé en message privé et j'espère qu'on va faire du contenu ensemble. En tout cas lorsque le coronavirus sera terminé, j'ai quelques idées. Bref, j'en dis pas plus. Et justement, je me dis qu'on peut faire exactement la même chose ici. Il faut qu'on se dise un truc. Là en fait la communauté, la Iconic Mafia, en fait on est des pirates. À chaque fois, on va aller attaquer comme ça un rappeur américain et on va le faire réagir. Ok? Et là, pour le coup, ça va être Internet Money. On va viser Taz Taylor. On va aller sur le compte de Taz Taylor qui apparaît juste là, ok? Donc vous allez sur le compte, sur la dernière photo et vous allez mettre Iconic brought me here, comme je l'avais fait la dernière fois, et vous pouvez mettre un message supplémentaire parce que quand il va voir plein de messages comme ça, croyez-moi, il va lire. Exactement comme DJ Esco. Et DJ Esco a plus d'abonnés que lui. Donc il va lire vos messages. Donc les messages d'encouragement, le fait que vous aimez sa musique, etc. Et même, tu vois, il se dira peut-être, tiens, il y a un vrai public en France qui nous suit, et ben on va peut-être essayer de faire des choses ensemble. Donc c'est exactement ce que j'essaie de faire ici. Donc, allez sur le compte de Taz Taylor et spammez
sa dernière photo. Je compte sur vous, on va avoir une réaction de sa part encore une fois et j'espère qu'on aura des contenus qui pourront sortir dans l'avenir. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de commenter cette vidéo, de la partager un maximum. Ça m'aide à faire grandir la communauté. Merci à vous, merci pour le soutien, vraiment. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. On se dit à la semaine prochaine. Cheers!